Céline Domingue, je suis directrice de l'éducation à CapScience. Et en tant que centre de sciences, de culture, on va dire, scientifique, de culture scientifique, technique et industrielle. Il y a justement tout ce côté technique industrielle et autour des technologies. On a, pour ainsi dire, un pied un petit peu avec vous en accompagnement, en support dans l'école, mais aussi auprès des familles. Et donc, nous, on peut accompagner les publics à la fois sur des temps scolaires, mais aussi sur du temps périscolaire, et justement tout le lien que vous faisiez avec les familles, et plusieurs fois qui a été rappelé dans la première partie de l'après-midi, est essentiel. Et pour nous, il est très concret et cohérent dans les actions que l'on porte. J'avais choisi de vous évoquer cet après-midi pour illustrer les propos et les usages justement que l'on peut faire autour du numérique, à la fois dans et hors l'école, de vous parler de 3 exemples. Et comme le temps est effectivement bien raccourci, je vais essayer d'être très synthétique. L'idée, c'était de vous présenter et de vous évoquer rapidement un outil, un atelier qu'on propose à CapScience pour les adolescents, plutôt collège-lycée, et on a une forte demande justement de le déployer pour les un petit peu plus jeunes, CM1, CM2, car il s'agit de l'identité, un outil sur l'identité numérique et l'usage justement des réseaux sociaux. Vous l'avez dit et évoqué tout à l'heure, le téléphone portable, c'est presque une obligation pour l'entrée en 6e, mais c'est vrai qu'on a déjà des usages développés dès les classes de CM1, CM2, et qu'il convient d'accompagner parce que de fait, de toute façon, ils les ont déjà dans les mains, ces outils, ces extensions du bras. Et il s'agit donc de pouvoir accompagner sur les usages et parler de cyberharcèlement. Cet atelier s'appelle Numdo, réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les infos sur notre site internet. Il est vraiment très ludique, très pratique. Monsieur Sauvager est justement venu il y a peu de temps assister à une séance qui n'était pas faite avec des élèves, mais avec des enseignants en formation où on leur a fait vivre l'atelier comme s'ils étaient les élèves pour pouvoir bien le comprendre et bien l'appréhender pour pouvoir le développer avec leurs élèves. Les élèves sont tout de suite mis dans le bain, c'est un jeu de rôle, c'est ludique. Ils intègrent la brigade Pharos qui lutte contre le cyberharcèlement. Et ils vont devoir, avec différents défis, déjouer plutôt, et démasquer un cyberharceleur sur un cas très concret d'une collégienne qui se fait harceler sur les réseaux et où finalement ils se retrouvent un petit peu à être tous plus ou moins complices parce qu'on ne dit pas, on ne dit rien, enfin c'est tous les mécanismes que vous connaissez très bien, je ne vais pas en parler davantage, et là les élèves sont actifs dans comprendre comment ça se passe, comment ça se met en place, quels sont les outils que l'on peut mettre en place pour lutter contre, et surtout comment on travaille aussi un petit peu, parce qu'on intègre quelques exemples très précis de comment travaillent ces brigades qui travaillent réellement contre ce cyberharcèlement. Donc là, on est dans comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ils peuvent rentrer dedans et comment on peut tous rentrer dedans. Et surtout d'essayer de lutter contre. Donc ça, c'est un formidable outil. Ça dure un atelier très concret, ça dure 1h30. Plein de choses très ludiques. Ça se fait à CapScience ou dans les établissements scolaires. C'est ce que je voulais également préciser, cet atelier. Il se déplace. On peut aller dans des établissements un peu loin. Parfois, c'est plus facile de faire venir un animateur dans un établissement que faire déplacer une classe, 2 classes, 3 classes pour venir assister à un atelier. Donc, on propose aussi de le faire dans les établissements scolaires. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est aussi un atelier qui ne se fait pas à CapScience, mais qui se fait à distance, celui-là. Donc là, il suffit d'une bonne connexion Internet, que vous avez tous dans vos établissements scolaires, un grand écran pour que tout le monde, à peu près, pour que tout le monde y participe. C'est l'atelier à distance qui est plutôt pour les lycéens par contre, mais on va le tester très bientôt parce que pareil, on a une forte demande au moins pour les 4e, 3e sur l'esprit critique et sur la démarche scientifique. Comment mener une démarche scientifique? Quelles sont les différentes étapes de validation d'une démarche scientifique? Et justement, comment développer l'esprit critique pour mener à bien cette démarche scientifique? Passer au travers de tous les biais cognitifs, parce qu'on en a tous, ils sont conscients ou inconscients. Quels sont les biais cognitifs qui font que par moment, on peut se planter dans une démarche?
Cet atelier, c'est un atelier qui est tout nouveau, qui a été fait cette année en collaboration avec l'Université de Bordeaux dans le cadre du SACS. Et qui se fait à distance. Donc là, vous restez carrément dans vos classes. Et nous, on se connecte avec vous et on mène une vraie... C'est pas un webinaire, on ne les met pas devant une vidéo, c'est pas un documentaire, ils sont actifs durant tout l'atelier. Ils mènent une démarche eux-mêmes d'investigation pour comprendre ce que c'est. Le pitch, tout simplement, c'est quoi ? Ils intègrent un journal, un comité de relecture avant publication. Une source anonyme appelle le directeur du journal et dit « Vous ne pouvez pas publier ça, il y a un article dont les sources ne sont pas vérifiées dans votre journal. » Là, les élèves se mettent en quête, avec différents exercices, parce qu'il faut quand même lire l'article à un moment, de lecture d'images, lecture des mots-clés et lecture de l'article en lui-même, avec différents défis pour trouver quel article n'a pas justement les bonnes sources et qu'on ne va pas pouvoir publier. Donc là, on fait vraiment preuve aussi d'esprit critique sur un sujet scientifique, la démarche scientifique, et on a choisi un sujet de neurosciences parce que c'est Cap Science et qu'on voulait, parler de science aussi au travers ça. Et la troisième chose, pour en revenir et boucler et finir et faire le lien avec tout le reste, et revenir à l'IA, et non plus que l'esprit critique ou le numérique. C'est un nouvel atelier qui arrivera en janvier, qui là, pour le coup, celui-là, il se passera que à Cap Science, dans un premier temps, qui va s'appeler « Il y a quoi là-dedans ?» Et là, c'est vraiment justement comprendre comment fonctionnent les IA génératives, qu'est-ce qui est produit, comment fonctionnent justement ces probabilités de pouvoir sortir ce qu'ils veulent, ce qu'on cherche, comment recréer et aller chercher l'info là-dedans. Et justement, il y a quoi là-dedans? On essaye de décrypter comment ça fonctionne et pour pouvoir mieux les utiliser demain, sur un atelier d'1h30. Madame la maire relève le défi. On va changer de casquette, effectivement. Je suis toujours Emeline Bourdin-Brissot, mais cette fois-ci, je suis maire d'une commune de plus de 2000 habitants, une commune rurale. Tiens, au sud de Liban, cette fois, j'étais au nord, professionnellement, je me retrouve au sud, qui s'appelle donc Génissac, et je suis en responsabilité depuis 2 ans et demi. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, et vous imaginez bien que les 2 casquettes se complètent, et en tout cas, font que je vais avoir un positionnement et un regard sur l'école qui est peut-être un peu différent des autres mairies. Alors, une commune de 2000 habitants, c'est une commune qui a quand même quelques moyens. Alors, je vais me tourner vers mes collègues de la ville de Bordeaux, qui ne sont pas ceux de la ville de Bordeaux, mais il n'empêche que par rapport à des toutes petites communes, moi j'ai une école de 200 élèves, 215 élèves. C'est quand même une grosse école. Et effectivement, moi je pense que le rôle d'une collectivité territoriale de premier rang, c'est de mettre à disposition les outils. Les outils qui vont permettre de se confronter aux écrans, au numérique, à l'intelligence artificielle, et de donner aux enseignants la possibilité et le champ ouvert de travailler ce qu'ils ont envie de travailler numériquement. Ça, c'est un premier élément qui est important. Moi, j'ai les moyens de le faire. Donc, effectivement, toutes nos classes sont dotées de vidéoprojecteurs, d'ordinateurs portables, de barres qui permettent d'aller travailler à un endroit ou à un autre, de se déplacer, d'imprimantes qui sont reliées, de photocopieurs. Voilà. Nous, on a vraiment fait un effort là-dessus. Alors, c'est un effort qui est porté sur plusieurs années, parce que c'est un coût financier. On a également fait le choix d'acheter, c'est un grand tableau à plat pour les maternelles qui se relève, qu'on trouve au musée du Louvre, qui est un outil. C'est ça, exactement. Voilà, donc qui est vraiment un truc qui peut être super. Donc notre choix, ça a été d'offrir, dans un premier temps, des outils numériques aux enseignants et à toutes les classes de la même manière. Et un deuxième élément qui peut permettre de accéder justement quand on est à la campagne, parce que vous l'avez un peu exprimé très rapidement, nous, depuis Génissac, un bus pour Bordeaux, c'est 350 €. Donc on fait aussi là le choix de positionner des transports, mais les transports, c'est pas très développement durable et on en revient assez vite, c'est beaucoup de fatigue, c'est une journée de classe complète quand on décide d'aller à Bordeaux, parce qu'il y a un déplacement qui est long. Donc il y a peut-être effectivement de nouvelles stratégies à élaborer en mettant à disposition des outils très performants qui permettent de recevoir des formations en ligne ou de permettre aussi, nous, de favoriser la venue, c'est ce que vous expliquiez, d'intervenants, pour que l'école républicaine, elle tienne toute sa place et qu'elle propose à chaque enfant, quelle que soit sa position sur le territoire, les mêmes chances pour chacun. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés, mais là, j'ai un vrai discours politique. Chaque maire
est totalement libre de positionner ses critères. Moi, mes critères, vous vous en doutez, ils sont influencés par ma profession et par le fait qu'avant d'être chef d'établissement, j'ai travaillé en petite section, en collège, en lycée professionnel et que j'ai vu toute la chaîne se développer. Et que oui, parfois, les outils nous semblent surfaits. En réalité, les soucis peuvent être aussi gages d'égalité. Donc c'est vrai que nous faisons un effort financier qui est important pour proposer des outils, financer en fait toutes les actions qui sont choisies par les enseignants. Le principe, c'est qu'on ne refuse jamais une action qui est demandée. Alors, les enseignants sont aussi des gens intelligents et raisonnables et ça fonctionne très bien entre nous parce qu'il y a une confiance mutuelle et qu'il y a un objectif commun qui est de donner accès à nos élèves et à nos enfants, parce que ma fille, elle était aussi dans cette école, donc je suis là encore plein de fois touchée par les événements. Mais il faut vraiment qu'on prenne ça de cette manière-là. À mon sens, nous sommes gestionnaires d'engins publics et nous devons de proposer aux enfants une égalité, que l'on soit à Génissac, à Bordeaux, à Mayotte. En tout cas, moi, c'est ma position et c'est ce que nous tenons avec mon équipe municipale en ce moment. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Il y aura peut-être un écho tout à l'heure avec la ville de Bordeaux. Ensuite, oui, merci. En rapport à votre nom et en la qualité par laquelle vous témoignez. on va voir que je suis peut-être un petit alien dans tout ça. Merci déjà beaucoup à Michel de m'avoir proposé de participer à cet événement. C'était très intéressant déjà de pouvoir avoir toutes ces informations et de voir différents angles différents. Donc moi je suis Sarah Kiliek, j'ai créé le podcast Parentalité à distance qui est à destination du coup des parents d'ados. Donc c'est vraiment le sujet de l'adolescence principalement. Tout ce qui est en dessous de 10 ans, c'est pas qu'on les aime pas, mais il y a déjà beaucoup de ressources. Et en fait je suis partie du constat que les parents d'ados, en fait finalement quand on veut aider un ado, il va trouver quelques informations. Le problème, c'est qu'il rentre chez lui et les parents n'ont peut-être pas forcément les clés pour pouvoir continuer et du coup sont toujours perdus. Au final, si on aide le parent, ça va découler naturellement sur l'ado et au final, on aide une personne, on en aide deux. Donc je suis plutôt partie là-dessus. Et le principe du podcast, c'est de choisir une thématique par mois où on va aborder ce sujet sous 4 angles différents. Donc il y a un épisode par semaine. Aujourd'hui, le podcast, il a plus de 4 ans, donc il y a plus de 200 épisodes. C'est en audio et en vidéo. Le but, c'était que les parents puissent accéder à l'information, qu'importe leur zone géographique et qu'importe leur façon de consommer du contenu. Donc on peut la trouver comme un podcast classique sur les plateformes d'écoute, mais également sur YouTube en vidéo, parce que j'ai eu des retours de parents qui me disaient beaucoup aimer voir la tête de la personne qui parle. Donc bon, on a essayé de contenter tout le monde, donc au moins l'information est disponible partout. Ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à tous vos témoignages, c'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, si on a parlé aussi de coéducation, donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites à l'école et c'est super de voir des profs hyper engagés. Enfin, moi quand j'étais à l'école, j'avais pas l'impression que mes profs étaient hyper engagés, donc je trouve ça génial. Mais c'est aussi de se dire que aujourd'hui, c'est peut-être une façon aussi de se rencontrer, de dire que ce podcast existe et si vous voulez prendre la parole pour vous adresser directement aux parents, et ben, ça peut être quelque chose qu'on peut faire ensemble et j'en serais ravie parce qu'il y a plein de super choses à faire. J'utilise moi-même un peu l'IA pour m'aider un peu au quotidien sur le podcast. Voilà, mais en tout cas, c'est de savoir qu'aujourd'hui le podcast s'est transformé. C'est devenu une association qui s'est structurée cette année. J'ai été lauréate du programme d'accompagnement des audacieuses à la ruche à Bordeaux. Et donc ça nous a permis du coup de structurer vraiment bien l'association pour se lancer cette année. Et donc l'objectif, c'est vraiment au sein de cette association de pouvoir créer un portail pour les parents d'ados pour qu'ils puissent trouver l'information le plus facilement possible, qu'importe leur problématique. Et donc on développe différentes actions au sein de l'association. Donc, il y a le podcast bien évidemment qui est accessible et qui est là toutes les semaines. Mais il y a également des groupes de parole en visio. Donc, au même titre un peu que le café des parents, là l'objectif c'est vraiment de pouvoir se dire que quelqu'un qui est perdu au fin fond de la campagne mais qui a une connexion internet va pouvoir peut-être trouver une ressource de l'aide, du soutien. Donc ça fonctionne un peu comme si c'était un mix entre un webinaire et un café des parents. C'est-à-dire que les 30 premières minutes, il y a un expert qui va donner de l'information sur un sujet prédéfini. Et ensuite, le parent va pouvoir poser des questions à l'expert, mais aussi échanger avec les autres parents. Et donc la dernière chose qui est la brique qui arrive ensuite, c'est de créer un pôle d'experts d'une petite équipe du coup pluridisciplinaire qui va pouvoir aider les parents individuellement ou les ados
toujours à distance, et du coup de pouvoir les aider en fait à débloquer des situations. Et si jamais on n'a pas l'expert en question, c'est de les rediriger en tout cas vers les bonnes personnes, et à terme de pouvoir avoir une carte interactive qui va répertorier toutes les associations en France qui travaillent de près ou de loin avec des parents ou des ados, pour que justement cette personne qui arrive sur cette plateforme se dise c'est super, j'ai plein de ressources, mais moi j'aimerais bien avoir quelqu'un en physique, qui c'est qu'il y a autour de chez moi. Et en fait, c'est aussi pour répondre à une problématique que j'ai pu observer, c'était de se dire qu'il y a beaucoup d'associations. À Bordeaux, j'ai assisté à la rentrée des assos, quelqu'un nous a pitché, il y a plus de 8000 associations à Bordeaux, tous sujets confondus. Et donc, c'était de se dire que les personnes qui créent des associations, c'est des personnes qui sont engagées, passionnées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément un communicant dans l'histoire. Donc, en fait, on ne va peut-être pas forcément les trouver. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir les visibiliser auprès des personnes qui en ont besoin, et justement de pouvoir faire rayonner tous ces projets extraordinaires. Bravo. Merci. Bravo pour ce travail. Merci aussi pour ce pitch. Il y a un début de demande d'association, Monsieur le Président, de collaboration, vous avez pris note. Alors, à l'ancienne, on a prévu des cartes de visite et des... Mais à l'ancienne. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter à nouveau vos noms et qualités. Alors, je suis Manon Conan, je suis chef du département éducation aux médias et sensibilisation aux droits d'auteur à l'ARCOM. Donc l'ARCOM, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est l'ARCOM. On en parle beaucoup en ce moment. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc au regard du nom de l'institution, vous vous rendez bien compte qu'on a une matière assez riche à proposer sur tous les enjeux dont on a parlé cet après-midi, savoir la liberté d'expression et ses limites, les enjeux de régulation des plateformes en ligne, des réseaux sociaux, la question de faire connaître un petit peu le fonctionnement de l'IA, etc. La question de... Enfin voilà, toutes ces questions-là, de l'information, la construction de l'information, la déontologie de l'information. Donc on a énormément de matière, et il y a vraiment une volonté depuis quelques années de l'institution de justement proposer aux enseignants, aux étudiants, aux parents et au public le plus large possible des ressources justement pour s'emparer plus facilement de ces sujets-là. Et donc on s'est lancé dans la création de ressources, dans la création d'outils, dans la création aussi d'actions sur le terrain. Justement sur ces sujets-là, donc on a créé des partenariats parce qu'on n'est pas enseignant, on n'a pas cette expertise-là. Et donc on a créé des partenariats avec le ministère de l'Éducation, avec d'autres acteurs. On a créé aussi des partenariats avec des écoles de journalisme, avec des INSPE, justement pour s'armer un petit peu et vraiment proposer des ressources et des outils qui servent concrètement à ces acteurs sur le terrain, aux enseignants et aussi aux associations qui sont intéressées par ces sujets-là. Et donc toutes nos ressources, elles sont accessibles sur notre site internet. Tout est gratuit, libre de droit. Droit d'auteur, attention. Faites attention. Et voilà, on travaille aussi beaucoup avec d'autres institutions, comme la CNIL, justement pour essayer de... Parce que ça, on a un petit peu parlé cet après-midi, mais il y a effectivement énormément d'acteurs, énormément d'associations qui sont impliquées sur ces enjeux-là. Et il y a un enjeu, je pense, très fort d'articulation de toutes ces actions. Et donc voilà, on essaie vraiment, nous, de ne pas faire la ressource en plus qui existe déjà, mais aussi de s'associer avec des institutions comme la CNIL, le Défenseur des droits, pour créer des ressources un petit peu complètes qui vont aborder toutes les thématiques de la citoyenneté numérique. Et peut-être aussi, point important qui a aussi été un petit peu évoqué, c'est cet enjeu de ne pas uniquement s'adresser aux jeunes publics. Évidemment, c'est extrêmement important, mais il y a aussi des parents, il y a aussi des personnes plus âgées. Voilà, sur tous ces enjeux de citoyenneté numérique-là, c'est extrêmement important et voilà, on essaie en tout cas, on se lance dans ce vaste champ-là avec beaucoup de plaisir et un sentiment fort de responsabilité en tout cas, et d'avoir un rôle à jouer sur ces questions. Merci beaucoup, bravo de faire le lien aussi avec un des enjeux académiques de la formation du citoyen du XXIe siècle. Donc ça fait écho à tous les partenariats qui se jouent autour de ces questions-là. Merci. Madame Clarence. Bonjour, moi je suis Sarah Clarence, je suis la directrice territoriale adjointe de Réseau Canopé pour l'Académie de Bordeaux. Et je suis aussi la directrice de l'atelier Canopé, et donc je travaille en proximité avec Frédéric Dupuis. Alors, juste, je rappelle toujours, parce que le temps des mérovingiens est
et on est bien un acteur qui fait le pivot entre ce qui se joue dans le monde scolaire et dans le monde extrascolaire. Et c'est ça un peu ce qui nous caractérise, entre guillemets, c'est qu'on va vraiment travailler en continuité avec les pratiques et les recommandations de l'éducation nationale et ce qui va se jouer autour de la sphère du jeune. On va rester dans la dynamique du jeune. Donc moi je vais vous parler, en fait, je vais peut-être un petit peu recentrer sur l'IA. Donc ChatGPT, on dit 200 millions d'utilisateurs, 400 000 intelligences artificielles qui ressemblent à ChatGPT de près ou de loin, mais 35% des 22%, je regarde bien mes chiffres, 22% des plus de 35 ans utilisent ChatGPT. Seulement 22% des plus de 35 ans. Ensuite, on a 47% des 25-34 ans, 18% et 70% des 18-24. Donc déjà, si on part sur l'angle de l'alliance éducative, on se rend compte que les jeunes utilisent bien plus que leurs aînés, auxquels je ne fais pas partie évidemment, l'intelligence artificielle. Donc là déjà, faire alliance, on voit déjà que là on a quelque chose à creuser sur des pratiques qui ne sont pas les mêmes. Et ensuite, il y a Pierre-Yves Deillet qui a travaillé en Nouvelle-Aquitaine, qui a fait une enquête auprès de collégiens et de lycéens. Donc il y a 80% de collégiens et lycéens, puisque j'étais dans les tranches d'âge, je me suis arrêtée à 18 ans, qui utilisent ChatGPT. Donc voilà, pour bien faire le distinguo entre les âges et les... voilà. Et après, il faut travailler sur la question des intelligences artificielles. On a aussi Jean-François Cerisier qui a travaillé sur la question des assignations sociales. C'est-à-dire que les usages des intelligences artificielles, comme les pratiques numériques en général, on retombe sur les mêmes constats. C'est-à-dire qu'elles sont liées aux pratiques numériques des parents, elles sont liées à l'accompagnement ou pas de la famille, et elles sont liées à l'environnement social, mais aussi à l'environnement territorial. Et donc on a un véritable enjeu à travailler sur cette éthique-là, qui n'est pas l'éthique des usages des IA, mais sur l'éthique qu'on a à combler justement, ou en tout cas à ne pas participer à ces inégalités qui se creusent. Donc les jeunes, en fait, pour l'instant, les apprentissages qu'ils ont au niveau des IA, c'est majoritairement des apprentissages expérientiels et qui sont relativement peu accompagnés. Donc on a des usages de l'IA à questionner et à accompagner. Si je reviens à l'enquête de Pierre-Yves Deillet, 80% des collégiens et lycéens qui utilisent l'IA, parmi ces 80%, 44% maîtrisent d'une certaine manière l'art du prompt, demandent à l'IA de produire quelque chose, et ça s'arrête là. Il y a un prompt, une réponse, et après c'est terminé. Donc en fait, on a vraiment besoin, vous avez été extrêmement nombreux à évoquer toutes les possibilités d'accompagner, mais là, on a des constats sur régionaux, voilà. Donc on a vraiment une complémentarité à avoir pour pouvoir faire évoluer les pratiques des élèves, certes dans le champ scolaire, mais aussi dans tout le champ qui habite un jeune, parce qu'un jeune, il ne passe pas son temps à l'école, il passe du temps dans la famille, il passe du temps dans son environnement social, et donc on a une évolution, on a un accompagnement à penser sur plusieurs sphères. Je reviens toujours sur Jean-François Cerisier qui dit que, en fait, sur les pratiques numériques, vis-à-vis de l'IA, les pratiques des jeunes, elles sont corrélées aussi à ce qu'ils connaissent de savoir apprendre à apprendre, de la métacognition, de ce qu'ils connaissent sur le fonctionnement du cerveau, les neurosciences, sciences cognitives, etc. Et donc on a un accompagnement à avoir aussi à une échelle plus large que ce qu'on a évoqué. Et aussi, Frédéric le disait, et vous étiez d'autres à le dire, sur la connaissance de qu'est-ce qu'une IA. Il n'y a pas de pensée magique. Les IA, il y a un fonctionnement, et plus on acculture les jeunes, et pas que les jeunes, plus on acculture la communauté éducative élargie au fonctionnement de l'IA, au fonctionnement des apprentissages des jeunes, plus on va réussir à avancer ensemble et à lutter contre ces assignations qui pourraient être... voilà. Donc pour moi, je reviens aussi sur ce que disait Robert sur la conférence du CNESCO, qui a travaillé sur comment les jeunes construisent des compétences. Et en fait, ils construisent des compétences formelles et informelles, formelles dans le cadre de l'institution, dans la sphère scolaire, et informelles dans tout le cadre qui est dans le cadre de leur vie, du quotidien, etc. Et nous, on va chercher à faire dialoguer ces sphères-là, et peut-être à faire entrer aussi la sphère professionnelle, puisque en revanche, les adultes qui travaillent dans certaines entreprises, nous, vous tous, on utilise aussi l'IA à certaines conditions dans la sphère du travail, et c'est des usages qui sont différents de la sphère scolaire, et connaître aussi des
à ouvrir des horizons d'orientation qui sont totalement différents dans le devenir des jeunes. Donc nous, on travaille sur l'alliance éducative et je vais conclure assez rapidement sur ça. On a parlé de coéducation. Ce terme-là, il est parfois un peu dérangeant parce qu'on ne fait pas l'école aux parents, on parle plutôt d'alliance en fait, et on s'interroge sur les dispositifs qu'on est en train d'expérimenter pour incapaciter les parents, c'est-à-dire leur rendre l'autonomie pour qu'ils maîtrisent des choses, pour accompagner eux-mêmes les élèves, plutôt que les guider, plutôt que les conseiller, plutôt que vous voyez, leur faire l'école ou leur faire la leçon. On est beaucoup plutôt pour travailler avec les familles, être conscients ensemble des obstacles et avancer ensemble avec une parité d'estime, un respect, et on est preneur d'expérimentation pour faire dialoguer cette sphère scolaire, familiale, des collectivités territoriales, des agents dans les communes, et tout ce monde-là qui gravite autour des jeunes. Voilà. Merci beaucoup de passer de la coéducation l'alliance. à l'alliance éducative. Je pense que Madame Devaux, C'est la bonne sera revenue en tant que présidente de la FCPE Gironde, toujours sous forme de pitch. Très rapidement. Donc moi je représente les parents d'élèves, mais je suis absolument certaine que je ne suis pas la seule parent d'élève dans la classe. Donc on est un peu tous concernés. Et j'ai envie de parler de coéducation et de cohérence éducative. Parce que si des choses se passent uniquement dans les établissements scolaires et qu'on se méfie des parents, qu'on ne les informe pas, qu'on ne les aide pas à comprendre, on ne va pas aller très loin. Le numérique et l'IA, pour nous parents, est surtout vu sous l'angle négatif du jeu, de la triche, des addictions. Et à chaque fois que l'on propose une formation, une conférence aux parents d'élèves, c'est toujours sous ces angles-là, qui sont des angles stigmatisants. Et en réalité, on a très peu de parents qui viennent. En tous les cas, on n'a pas les parents que l'on veut toucher. On a des parents qui sont déjà convaincus. Et donc, ce que vous avez dit là aujourd'hui, c'était très intéressant, parce que justement, il y a des choses à donner aux parents. Il y a des outils, alors, je ne vais pas parler d'outils, mais partir sous l'angle de on va vous expliquer comment ça fonctionne, on va vous donner des outils pour aider vos enfants à aller voir, à utiliser de façon positive ou intelligente tel ou tel outil, telle ou telle chose. Ça peut permettre de faire venir des parents et ça peut surtout permettre d'élargir sur autre chose, c'est-à-dire d'élargir sur la critique de l'information, d'élargir sur comment utiliser intelligemment toutes ces choses. Et donc moi je voulais vraiment partir là-dessus et arrêter de stigmatiser, stigmatiser les parents et les élèves sur l'utilisation de l'outil et leur donner davantage à comprendre. J'ai trouvé également qu'il y avait très peu, vous n'avez jamais fait de différence, enfin vous n'avez pas expliqué qu'il y avait une différence entre l'usage des filles et des garçons. Et alors, nous en tant que parents, c'est une évidence pour nous. À partir de, après peut-être au lycée, ça change un petit peu, mais quand ils sont tout petits, en élémentaire, quand ils ont malheureusement un outil comme ça entre les mains, et ensuite au collège, ils n'utilisent pas du tout de la même façon l'outil numérique et éventuellement l'IA. Donc ça c'est peut-être quelque chose dont on peut parler un petit peu plus. Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste mon analyse, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse différence entre l'utilisation de l'outil par les garçons. Et puis ce que je voulais dire d'autre, oui, c'est que il y a plein de choses très intéressantes qui sont faites au collège et qui permettent aux élèves de développer leur esprit critique. C'est un point important. Mais ensuite au lycée, ils ont déjà cet esprit critique qui est développé et il faut les aider à utiliser de façon intelligente ChatGPT et le reste, parce que c'est vraiment l'usage qu'ils en font le plus maintenant et ça a des répercussions. Le fait que ce soit mal utilisé et qu'ils n'y réfléchissent pas plus que ça a des répercussions importantes avec tout ce qui est
Parcoursup, et notamment ensuite ces lettres de motivation, ça ne s'appelle pas de motivation, mais ces CV, ces choses qui sont faites via l'intelligence artificielle, qui sont mal faites et qui sont maintenant très peu utilisées par les recruteurs post-bac, qui remettent en place des examens, des concours, enfin des choses, parce que c'est plus utilisable tellement ça a été faussé par l'usage qu'en font, le mauvais usage qu'en font les élèves. Après, il y a des professeurs en lycée qui expliquent très intelligemment qu'il faut simplement commencer à faire une lettre de motivation et ensuite utiliser l'IA pour voir s'il y a des choses à revoir ou compléter. Mais ce n'est pas tous les enseignants qui font ça. Donc, donner à former les enseignants en formation initiale et en formation continue, c'est extrêmement important pour qu'ils puissent s'ouvrir sur autre chose les enfants. Et puis surtout, cette coéducation, pour nous, elle est primordiale. Et si vous arrivez à venir à nous pour qu'on puisse offrir, je ne sais pas, des conférences ou d'autres outils qui permettent d'expliquer aux parents comment faire pour aller au-delà et pour utiliser correctement et accompagner leurs enfants sans les stigmatiser, là c'est gagné, quoi. Donc, voilà. Alors, merci. Seconde chose, Monsieur le Président, je crois beaucoup de cartes. Et merci d'avoir attiré notre attention aussi sur les biais sociétaux, petits, garçons, grands, petits, adultes, anciens, jeunes, qui utilisent tous ces IA et dont les IA peuvent être le reflet de ces biais-là. C'est vrai que c'est votre remarque sur l'usage des filles et des garçons qui pourrait être aussi des... Monsieur Mas en a parlé sur les anciens que nous sommes, les plus anciens avant nous, jusqu'aux petits, de grande section maternelle. Merci beaucoup. À vous la parole, Madame Schmitt. Je vous laisse vous présenter en vos noms et qualité et avec les actions que vous menez ou le regard que vous portez sur ces usages. Parfait. Donc, je suis Sylvie Schmitt et je suis adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'éducation, l'enfance et la jeunesse. Et le terme de ma délégation indique déjà la volonté à la ville de voir l'enfant sur tous ses temps, aussi bien éducation sur la partie à l'école que l'enfance sur tout ce qui est péri, extrascolaire et lien avec la famille. Alors j'ai un passé, moi aussi, madame, vous disiez, vous c'est éducation nationale, moi j'ai un passé militante FCPE aussi, donc ce côté co-éducation, communauté éducative, je dirais plutôt, intégrer directement la communauté éducative me tient à cœur et c'est un projet qu'on essaye d'insuffler, que j'essaye d'insuffler depuis notre arrivée 2020 à la ville de Bordeaux. Vous avez parlé des moyens, alors on a bien sûr, nous on a 16 700 élèves, 117 écoles sur la ville de Bordeaux, avec des compétences obligatoires, bien sûr, les écoles, alors avec une volonté d'équiper avec le numérique, etc., d'accompagner les enseignants là-dessus. Mais aussi, on a le titre de Ville Amie des enfants avec l'UNICEF, et on a signé avec l'Éducation nationale et la CAF un projet éducatif de territoire. Ce sont des éléments structurants pour moi, parce que ça implique, ça montre la volonté de la ville de participer à sa manière aussi, d'apporter sa pierre à l'édifice dans la manière de construire le citoyen éclairé que l'on souhaite pour l'enfant. Et le citoyen, pas le futur citoyen, parce que j'estime et je porte vraiment ce message que l'enfant est un citoyen à part entière, mais ce n'est pas un futur citoyen, donc il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, donc j'aime bien repositionner ça aussi. Et donc à côté, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je rejoins sur cette notion de cohérence éducative, et c'est vraiment la volonté aux côtés des enseignants d'avoir notre rôle ville de Bordeaux avec nos agents de la ville, mais aussi avec les associations du péri et extrascolaire sur tous ces temps, donc de gros enjeux par rapport à
à l'esprit critique sur vos enjeux de formation et de formation commune qui sont menés, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre pour différentes raisons, parce que quand les enseignants sont avec les enfants, on peut former les uns les autres, donc c'est toujours difficile matériellement de trouver des moments où tout le monde peut se former ensemble. Mais en tout cas, c'est une préoccupation et une vraie volonté de la part de la ville. Je voulais parler de 2 outils très spécifiques, c'est pour ça que vous avez gentiment invité. L'un, c'est je fais la pub, développer l'esprit critique. C'est un kit qui a été créé, on a les éminents auteurs en haut, là-haut, Hubert Jolin et Jérôme Binot, service éducation de la ville de Bordeaux, créé en 2015 suite aux attentats, avec cette volonté, comme je l'ai dit, que la ville de Bordeaux là aussi apporte sa pierre à l'édifice sur la meilleure appréhension de l'information et comment apporter aux enseignants des outils. Alors je sais que le terme d'outil, vous en avez parlé avant, mais ça me semble important là de vraiment concrètement montrer ce qui peut se faire aussi avec ce kit qui a été fait avec l'Éducation nationale, le CLEMI, Canopé et l'école de journalisme, qui permet aux enseignants de tout niveau, il n'y a pas besoin forcément d'avoir déjà eu des formations sur l'esprit critique, à travers de fiches sur 3 grandes thématiques, d'accompagner les enfants à réfléchir sur le décryptage de l'information. C'est un premier outil. Le deuxième dont je voulais parler, qui est complémentaire, c'est des ateliers qui se font avec les enfants. Là, c'est plus ludique et ça se fait pendant la semaine de la presse et pendant le défi 10 jours sans écran, qui est une initiative de la ville de Bordeaux pour que les enfants et leurs parents ne touchent plus leurs écrans, ou moins en tout cas pendant 10 jours. On va voir, j'ai noté cette année, je crois qu'il y a 52 écoles et 6700 enfants qui vont participer en 2025 à ce défi 10 jours sans écran, avec des jeux qui sont proposés sur le temps, sur la pause du midi, donc par nos agents. Le matin, les enfants sont confrontés à une image et ils doivent faire des recherches sur la pause du midi, ils sont accompagnés, encadrés, pour décrypter ces images pour savoir si c'est une info ou un faux, une fausse information. Et voilà, tout ce qui accompagne avec, et bien sûr ce qu'on recherche par là, c'est pas de savoir si l'information est vraie ou fausse quelque part, mais c'est le cheminement qui amène à savoir pourquoi l'information est vraie ou fausse et comment l'enfant développe ses capacités à aller chercher la ressource et est autonome dans la ressource. Nous, nos compétences, on est jusqu'au CM2, c'est un moment charnière, vous l'avez tous dit aussi, c'est avant l'entrée au collège, on commence à avoir des outils numériques, à se les approprier, à avoir des moments d'autonomie parce que les parents ne sont pas toujours là pour contrôler. Donc c'est un moment charnière et ça nous semblait important, ville de Bordeaux, de créer des outils spécifiques aussi à ces moments charnières qui font la passerelle avec le collège, puisque c'est notamment le kit de l'esprit critique, et sur le cycle 3, donc on peut enchaîner aussi avec la 6e. Et je voulais terminer sur un vœu que nous avons tous, c'est d'entraîner dans la communauté éducative les parents. Mais je voulais souligner la limite, parce que quand dans ces jeux dont je vous ai parlé d'info ou info, on souhaite bien sûr, c'est notre volonté, d'embarquer la communauté, d'embarquer les parents, on leur envoie des infos, il y a des choses qui sont pour eux aussi, et on s'aperçoit qu'on a très peu de retours. Quand on est à 1, 2, 3%, et comme tu disais, on ne touche pas forcément les parents qu'on devrait toucher. Donc c'est vraiment un défi, je crois qu'on a tous en commun. C'est comment embarquer les parents avec nous. Est-ce que je peux poser une question? Non, je sais pas. Bien sûr, allez-y, bien entendu. Comment vous avez choisi le temps des 10 jours pour ce défi sans écran? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Ça s'est fait les premières années au mois de mars. Mais le 10 jours ou la période, pardon, le 10 jours. C'est 10 jours. Ah, les 10 jours. En fait, ça vient du Canada à la base. C'est une initiative qui a été créée au Québec
et on a repris la ville de Bordeaux et à la base on l'avait vraiment développé sur les quartiers prioritaires de la ville. C'était vraiment par rapport à un constat que les enfants en difficulté étaient moins armés et devaient passer encore plus de temps avec leurs écrans, et c'était un moyen aussi de faire le lien avec les familles. Et de là, comme on a eu beaucoup de succès, on l'a développé sur l'ensemble des écoles, d'où les 50 écoles maintenant qui y participent, et le succès qu'il a. Et donc c'est un copier-coller à la base de ce dispositif québécois. Oui, il y a toujours quelque part du québécois. C'est ça. Sur une idée, merci beaucoup. Madame Elbaz, puis Monsieur Desplat et Monsieur le Président, vous n'aurez que quelques petites minutes. Ça ira très bien. Alors, je m'appelle effectivement Jennifer Elbaz, je suis chargée de mission éducation numérique à la CNIL. Alors, qu'est-ce que la CNIL vient faire dans cette galère de l'éducation numérique, cette maison très juridique? Eh bien, je voudrais juste faire un petit pas de côté et revenir dans le passé, dans l'histoire de la France, pour, je ne sais pas si tout le monde, je fais comme en classe, levez la main ceux qui connaissent les conditions de naissance de la CNIL. À part Michel Guillou, à part Michel Xavier, bon voilà. Juste rappeler qu'en fait, en France, en 39-45, les citoyens ont été assassinés, en fait, ont été tués parce qu'ils avaient une religion, parce qu'ils avaient des opinions politiques qui étaient contraires à l'ordre public, parce qu'ils étaient handicapés, parce qu'ils avaient une orientation sexuelle qui ne convenait pas, ou parce qu'ils étaient tziganes. Okay. Dans les années 70, les politiques se disent que ça serait une super bonne idée de faire un grand fichier dans lequel on pourrait mettre tous les Français. Et cette idée même de fichier alerte l'opinion publique. Et ça donne naissance à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est juste une commission au sein du Parlement, chargée au départ de réfléchir à ces questions, parce que l'idée, c'est quand même pas de recommencer la même erreur qu'on vient de faire quelques années précédemment. Ça donne naissance finalement à la structuration de la commission et à une loi qui s'appelle la loi informatique et liberté, qui naît donc en janvier 1978, qui n'a pas pris une seule ride, parce que l'objectif de cette loi, c'est de faire en sorte que le développement du numérique dans nos vies ne soit pas le vecteur d'une privation de liberté individuelle ou collective. En 2018, le RGPD, donc Règlement général pour la protection des données, inscrit en fait le droit à la protection de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles comme un droit fondamental à l'échelle européenne. Et donc, ce règlement et cette loi ne sont pas là pour embêter les citoyens, mais bien pour les protéger. J'insiste là-dessus. Donc maintenant, si on revient dans le présent, et l'utilisation des intelligences artificielles. Est-ce qu'on peut tous, dans la salle, lever la main, vous en tant qu'adulte, vous avez déjà utilisé des intelligences artificielles ou bien des outils comme ChatGPT? Ok. Est-ce que, levez la main ceux qui l'ont utilisé dans le cadre de votre travail? Ok. Est-ce que vous avez regardé, ce que vous avez été chercher dans les conditions générales d'utilisation, dans les mentions légales, ce qui allait être fait de vos données personnelles, ce qui allait être fait de vos données personnelles, des données que vous alliez fournir gratuitement sur votre temps à ces outils. Ok. Il y a des outils qu'on peut mettre sur nos ordinateurs et qui ne vont pas chercher l'information. Alors, ils ne vont pas chercher l'information ailleurs, très bien, mais ce qui est produit, est-ce que eux le sortent pour leur propre intérêt? Non, quand on installe quelque chose sur son ordinateur, que ça ne communique pas avec l'extérieur, c'est comme un logiciel qui fonctionne sur notre ordinateur. Ça existe. Donc ça veut dire que c'est pas évolutif en fait. Exactement. Ça reste. D'accord. Mais ça existe. Ok. Et est-ce que vous vous êtes posé les questions de, ok, quand vous utilisez l'outil, est-ce qu'une fois que vous l'avez fermé, est-ce qu'il y a encore des traceurs qui fonctionnent en sous-marin un peu sur vos appareils pour récupérer de la donnée et pour alimenter les bases de données? Et d'autre part, autre question, est-ce que vous vous êtes posé la question des valeurs qui sont celles du départ, en fait du point de départ de la création de ces outils? Quelles sont les valeurs qui sont celles qui font l'émergence de ces outils? Dans quel objectif commercial, politique, je ne sais pas, ces outils ont été créés? Est-ce que vous êtes posé toutes ces questions-là avant d'utiliser ces outils? Et est-ce que vous avez eu les réponses? Est-ce que vous avez eu les réponses? Plus ou moins.
philosophe américaine qui s'appelle Le capitalisme de surveillance. Et qui était chez nous la semaine dernière à l'occasion de notre événement éthique. Shoshana, j'ai oublié son nom. Zuboff. Zuboff, merci. Voilà, très bien. C'était pas de côté. C'était le pas de côté. Vous dire que effectivement, on partage, en fait, on est tous à la même longueur d'onde, hein, clairement, dans cet espace. À l'occasion des travaux qu'on a menés sur le numérique adolescent, parce qu'on a créé plein de ressources pour les 8-10 ans, mais évidemment, on n'allait pas s'arrêter là. Le but du jeu, c'était de produire des ressources aussi et de l'information, en fait, pour les parents, les enseignants, les médiateurs, les éducateurs, etc., et les adolescents directement. On a mené un certain nombre de travaux, on a fait un sondage avec l'Institut CSA, ce qui nous ont... C'est une mine d'informations pour comprendre où en est chaque individu selon sa place dans la société, pour apporter l'information cohérente par rapport à ce qu'on fait avec nous. Nos travaux sont disponibles sur le site du LINC, puisque en fait on mène ces travaux en lien avec le laboratoire de recherche de la CNIL, il y a un sociologue qui s'appelle Nicolas. Et donc on va publier des super ressources à partir de fin janvier sur toute l'année 2025. Donc je vous invite à regarder ce qui se passe de ce côté-là, où évidemment on est plus là pour apporter des informations et poser des questions que apporter des réponses comme je viens de le faire à l'instant avec nous tous. Et effectivement, je reprends votre question. Les travaux numériques adolescents nous ont démontré à quel point l'accompagnement des parents et des enseignants aussi et des éducateurs se faisait en fonction de leur propre niveau d'information, donc de leur disposition et de leur temps de disponibilité. Et ça, c'est encore un autre sujet. Donc comment est-ce que nous tous, la communauté éducative, on crée des alliances éducatives pour effectivement accompagner chacun là où il en est et respecter notre promesse, qui est quand même, rappelons-le, le plus important, j'imagine, la liberté, l'égalité et la fraternité, aussi dans l'utilisation des différentes intelligences artificielles. Vos témoignages, M. Duplat, pour conclure. Bon, pour conclure, je vais rebondir un petit peu avec Oui, ma voilà. Je crois Alors, que c'était fait exprès un petit peu aussi pour faire rebondir. bon, je vais juste rappeler effectivement que les trois piliers de nos actions, nous, au Bicus Industral, sont formés, acculturés et accompagnés, que ce soit les élèves, les parents, les enseignants et tout le personnel éducatif. On est tous conscients ici qu'on vit une révolution, qu'un bon usage des IA peut conduire à de très bonnes choses dans notre système éducatif, notamment à réduire, plutôt avoir plus d'équité au niveau de notre système éducatif. Mais, je dirais, il faut nous donner les moyens. Nous donner les moyens, c'est-à-dire, est-ce que nos politiques, l'État, l'Europe, est capable là, très rapidement, parce que c'est une question de temps, la temporalité est très réduite, de nous fournir une IA, on va dire, souveraine, qui va respecter le RGPD, qui va respecter les données, etc. Et ce type d'IA qu'on va pouvoir donner aux enseignants, au personnel éducatif et aussi aux élèves, pour qu'on puisse effectivement agir. Je suis persuadé que là, nous, tous enseignants, on est quasiment tous prêts à aller dans ce sens, mais il nous manque effectivement cet outil souverain qu'on pourrait utiliser. Voilà. Donc, à quand, comment ça Merci à toutes et à tous, vraiment, pour ces témoignages qui en fait montrent la myriade, vraiment un univers autour de ces questions-là, et la com, les municipalités, le monde éducatif, tout le monde s'intéresse à ça, et agréger toutes ces données-là, les parents, est une vraie gageure. Et encore une fois, Monsieur le Président, plein de cartes, plein de collaborations. Et vous pourriez être l'agrégateur avec l'ANAE de tous ces travaux. Le mot de la fin pour vous, si je me réfère à l'horloge, il resterait 7 minutes jusqu'à 17h30. C'est cela. Et donc je ne me lève pas, je ne dis plus rien, la parole est à vous. Merci, Véronique. Tu as mené d'une main j'allais dire de maîtresse, sans ces animations. Merci. Bon, tout d'abord, merci à vous tous, mesdames, messieurs,
au niveau de la table ronde. C'est vrai que la parité n'est pas respectée, mais ça montre aussi que l'ANAE a été aussi moteur dans l'association d'éléments féminins, d'éléments masculins. Il y a toujours eu ces associations riches, je dirais. Alors, je ne vais pas me lancer dans une synthèse de toutes les interventions, parce que ce serait casse-figure, d'une part, ce serait réducteur, d'autre part, mais j'ai glané quelques éléments comme cela qui me permettront, dans un second temps, d'écrire un élément sous forme d'un article. Et je rappelle à mes petits camarades de l'association ici présents que nous allons avoir maintenant à formaliser des articles pour notre site Educavox à partir des différentes interventions. Je l'ai dit en introduction également, je vous sollicite, et c'est pour ça que je vous donnerai mes cartes tout à l'heure, pour, si vous le souhaitez, bien entendu, il n'y a aucune obligation, pouvoir reprendre votre propos d'aujourd'hui et le compléter sous forme d'une note, d'un article, d'un document que nous pourrions après diffuser sur notre média Educavox. Ça me paraît important, donc ne partez pas avant que je vous donne ces petites cartes. Et puis, donc ça c'est étant dit, les points saillants de mon point de vue. D'abord, nous avons eu on a essayé avec Michel et les autres membres du comité d'organisation, on a essayé d'avoir un panel assez large d'intervenants. On a forcément oublié des domaines, des univers professionnels, mais on a essayé de voir large, aussi bien des représentants de parents, des partenaires associatifs, des partenaires institutionnels, l'établissement scolaire, les établissements scolaires et l'institution. Et ce que je retiens, c'est que tous, me semble-t-il, on veut travailler ensemble. Il y a cette volonté partagée de travailler ensemble et d'élaborer, de construire, d'améliorer cette notion de communauté éducative. J'aime beaucoup le terme d'alliance, effectivement, qui n'exclut pas, reconnaît les particularités, les spécificités de chaque instance et de chaque institution. L'objet n'est pas de remplacer l'école, l'objet n'est pas de former les parents à devenir des enseignants bis, c'est de travailler ensemble dans l'intérêt général de nos élèves, de nos enfants, avec effectivement, comme le dit très clairement, et je reprends le propos de l'année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique, c'est responsabiliser les citoyens et les doter de compétences nécessaires pour exploiter les avantages des nouvelles technologies numériques. Et je crois que c'est ça le cœur, c'est exploiter de manière intelligente ces nouvelles orientations, ces nouveaux outils, non pas de les supprimer, non pas, et ça c'est une gageure de ne pas vouloir les utiliser, ils font partie de la société, ils font partie de nos vies, ça a été dit à plusieurs reprises, mais vraiment les utiliser de manière intelligente, le terme a été utilisé plusieurs fois. Donc ce regard très fort sur les alliances éducatives. La deuxième chose que j'ai retenue également, c'est un nouveau rapport au savoir. Incontestablement, ces nouveaux outils numériques, ces nouvelles intelligences, et ça a été un débat que nous avions eu il y a un an, si on mettait intelligence artificielle au singulier ou au pluriel, on a bien fait de les mettre au pluriel. Parce qu'effectivement, elles sont multiples et elles se développent. Mais ce sont de nouveaux rapports au savoir qui se mettent en place. Et incontestablement, les jeunes vont plus vite, enfin que moi encore plus, moi je suis un dinosaure maintenant. On est compte, je n'ai toujours pas utilisé ChatGPT. Moi non plus. Voilà. Pour des raisons éthiques, mais aussi pour mais je vais quand même essayer pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vais quand même essayer. Donc il y a cette question des vigilances. Comment mettre en veille, comment rester vigilant par rapport à ces usages et comment accompagner nos jeunes sur ces vigilances. Donc c'était le deuxième axe qui m'a paru important. Et puis je conclurai sur le troisième élément qui me paraît très important, c'est la question, excusez-moi, c'est l'ancien inspecteur de l'éducation nationale qui parle, c'est la question fondamentale qui n'a pas trop été développée, ce n'était pas l'objet, c'est la formation initiale et la formation continue des enseignants. La formation initiale, je mets un gros point d'interrogation, j'ai un peu plus de droit de liberté de parole, est-ce qu'elle existe toujours? Bon, je m'interroge là-dessus, je suis un peu provocateur, mais qu'en est-il de la formation initiale des personnels enseignants, du premier et du second degré?
Et qu'en est-il? Et là, on a eu des éclairages très concrets sur les dispositifs de formation continue mis en place. Mais je crois que ce troisième axe, en termes de formation des enseignants, est essentiel pour prendre en compte ces nouveaux outils et pour les intégrer dans une pratique quotidienne de classe. Le quatrième point, il a été évoqué ce soir, et j'arrêterai sur 4, pour une fois, c'est pas 3, et il me reste 30 secondes. Ça va? Oui. Le quatrième point, c'est, bien sûr, dans l'alliance éducative, il y a des institutions qui travaillent ensemble. Nous avons eu 2 illustrations avec une commune rurale et une commune importante en termes de nombre d'habitants. C'est l'association des collectivités territoriales et de l'institution scolaire et des associations périscolaires, extrascolaires. Je me permets d'aborder cette question-là, parce que c'est l'objet aussi du travail des PEDT. Là, moi, en tant que vice-président de la Ligue de l'enseignement, on va travailler avec la ville de Lormont sur l'évaluation de leur PEDT. C'est la question des différents temps de l'enfant et comment assurer une continuité, c'est ce mot aussi très important, cette continuité éducative, cette cohérence. Et j'aimerais conclure sur cohérence éducative pour accompagner nos jeunes pour devenir de véritables citoyens éclairés et responsables.